Ambulance, quelle est votre urgence? Une voix féminine et rauque se fit entendre dans le récepteur. Le garçon à l'autre bout du fil parut décontenancé. J'ai besoin d'aide? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon beau-père N est pas à la maison et je me suis coupé. J est aussi une très forte fièvre. La standardiste aux boucles décolorées soupira. Et quelle est votre température? Eh bien, elle est aux alentours de 40 ou même 50 degrés. Je ne suis pas sûr exactement si le thermomètre est monté très haut, mais je sens que je suis vraiment malade. À cet instant, une collègue médecin entra dans la pièce, une jeune femme brune, grande et élancée. La blouse blanche accentuait sa peau mate, ses yeux marrons avaient un regard perçant. Un appel, Jessica? Demanda Gwen. Non, juste un plaisantin qui s'amuse. Dès abord il dit qu'il a 50 degrés de fièvre, ensuite il dit qu'il est coupé. Gwen fronça les sourcils. D'accord, donne-moi le casque, demanda-t-elle. À contre-cœur, la standardiste se leva, cédant sa place au médecin. Je vous écoute, répondit Gwen. J ai besoin d'aide, commença le garçon. Cette fois, il dit qu'il avait de la fièvre et mal au ventre. Gwen soupira. Le garçon semblait inquiet, mais clairement confus quant à ses symptômes et incapable de les formuler correctement. Tout ce sur quoi il insistait, c'est qu'il avait besoin d'aide et vite. D'accord, donnez-moi l'adresse, dit Gwen. Elle prit l'appel elle-même, sortant dans la cour. Il commençait à faire sombre. La fin mars avait été douce et calme. La neige avait presque fondu, l'air se rafraîchissait la nuit mais portait encore l'odeur de la chaleur. Le chauffeur de l'ambulance, un homme chauve d'une quarantaine d'années, fumait près de la voiture avec Jessica, la standardiste. Alors, tu as pris l'appel? Demanda-t-elle avec dédain. L'hôpital n'appréciait pas la jeune spécialiste méticuleuse. Gwen suivait toutes les règles et réglementations, elle était méticuleuse à l'extrême et ne refusait jamais de patient, même s'il n'avait pas d'assurance, invoquant le fameux serment des Hippocrates. Je l'ai pris, on y va, dit-elle calmement au chauffeur. Roulez s'il le faut? Il ne reste que 20 minutes de service. C'est un gamin qui a appelé, c'est une fausse alerte, ricana le chauffeur. Depuis que Gwen avait commencé à travailler dans cet hôpital, il lui avait maintes fois manifesté son intérêt, même à l'époque où Gwen était encore mariée à Lucas. David était le chauffeur de son équipe et était tombé amoureux d'elle dès ses premières années de travail. Gwen et Lucas sortaient juste ensemble à l'époque, ils se marièrent la 3e année, pensant qu'ils auraient bientôt un enfant. Pendant tout ce temps, David lui vouait secrètement son amour, malgré ses rejets catégoriques et ses menaces de plainte. Gwen n'était pas du genre à flirter ou à tromper, et David tomba profondément amoureux d'elle. Une semaine avant le mariage prévu, Gwen fit une fausse couche. Lucas voulut annuler le mariage car à ce moment-là, il avait déjà jeté son dévolu sur la fille du médecin-chef qui, bien que plus âgée, lui plaisait toujours. Par pitié pour Gwen, Lucas ne la quitta pas immédiatement après la fausse couche. Ils se marièrent et vécurent ensemble encore 1 an, durant lequel Lucas la trompa avec Kelly. Tout le monde à l'hôpital était au courant, sauf Gwen. Quand elle apprit, elle demanda immédiatement le divorce. Lucas resta avec Kelly et ils se marièrent rapidement. Cela aida à devenir chef du service de pneumologie, avec l'aide de son beau-père, bien sûr. Maintenant, ils formaient un couple officiel et Gwen restait seule, se consacrant entièrement à son travail. Elle continua à travailler en ambulance avec David. Il était ravi que sa collègue soit désormais célibataire et poursuivit sa cour, mais se heurtait à chaque fois à un refus. 1 mois auparavant, il était enivré, était venu chez Gwen et avait fait un scandale. Il avait crié sous ses fenêtres qu'il l'aimait et ne pouvait vivre sans elle, la suppliant de lui donner une chance. Les voisins appelèrent la police, mettant Gwen dans une position difficile. Dégrisé, David appela un ami policier qui le laissa partir. Je parlerai au chef de cet incident. Il n'apprécie peut-être pas, mais il y a un protocole de police et mon adresse y figure. Tout le monde sait que le chef ne me porte pas dans son cœur, mais ils croiront certainement un document de la police. Si tu t'approches encore de moi ou si tu laisses même entendre quoi que ce soit, je déposerai une plainte officielle, le menaça-t-elle. David prit peur. Depuis, il ne faisait que lui jeter des regards en silence, ruminant sa rancéure. Il ne voulait plus obéir. Gwen regarda sévèrement le chauffeur et croisa les bras sur sa poitrine. Très bien, je vais rédiger un formulaire officiel attestant que le chauffeur a refusé de répondre à l'appel. Et alors si c'est un enfant qui a appelé,
Qui es-tu pour décider de ne pas y aller? C'est ton travail. Tu ne peux pas décider qui reçoit de l'aide et qui n'en reçoit pas. En ce moment même, tu es là et la vie de quelqu'un, la vie d'un enfant, pourrait être en jeu. Soit tu montes dans la voiture et tu aimes y conduire, soit j'y appelle un taxi, mais alors tu en porteras la responsabilité. Tu seras viré en moins de 2. Gwen s'énerva, inquiète pour le garçon. Bien sûr, il mentait, mais si la raison de l'appel était bien plus grave qu'il ne le décrivait, il ne pouvait tout simplement pas l'exprimer sur le moment? Si l'enfant était en danger? Comment pouvait-on refuser un patient? Les fausses alertes existaient pour ainsi dire pas, sauf en cas de réelle plaisanterie, ce qui était extrêmement rare. David jeta sa cigarette d'une chiquenaude et monta dans la voiture, claquant bruyamment la portière. La standardiste lança un regard dédaigneux à Gwen. Imperturbable, Gwen prit sa place habituelle et se plongea dans son téléphone. Pendant tout le trajet, David resta silencieux, n'allumant même pas la radio, ce qui était inhabituel. À l'adresse indiquée, Gwen vérifia le numéro de l'appartement et sortit. Si cet appel s'avère être faux, je déposerai une plainte contre toi, ricana le chauffeur. Gwen ne daigna pas répondre à sa pique. Elle monta au 2e étage et sonna à la porte. « Qui est là ?» demanda une voix des enfants. « Je m'appelle Gwen, je suis médecin. Nous nous sommes parlé au téléphone, dit-elle fort. La porte s'ouvrit et Gwen vit un garçon d'environ 8 ans devant elle. Il avait les cheveux noirs, un nez parsemé de taches de rousseur et une coupe courte. Il portait un débardeur gris taché et la maison semblait négligée. « Où sont tes parents ?» demanda Gwen. « Ma mère n'est pas là, et mon père, enfin, mon beau-père, il est encore au travail. Il est toujours en retard. Ils boivent tout le temps là-bas. Il te plaît, ne me gronde pas. Je vais te montrer pourquoi j'y ai appelé, mais c'est très important, vraiment. » Le garçon ouvrit la porte, révélant un chien. Sa fourrure était tachée de sang et il gisait sur le sol, gémissant. À côté de lui se trouvait un bol de lait, mais le chien n'avait aucun appétit. « Tu m'as appelé à cause de lui », réalisa Gwen. Elle se trouvait dans une position difficile. Il va mourir. Dans la rue, j'y ai vu un méchant clochard le poignarder avec un couteau alors qu'il fouillait dans les poubelles. Ce chien m'accompagne toujours à la maison et à l'école. Il est errant, mais il est gentil, il n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi lui est-il arrivé ça? Il a besoin d'aide. Gwen soupira. Les larmes montèrent aux yeux du garçon. Apparemment, il aimait beaucoup le chien. Mais je ne suis pas vétérinaire, tu vois. Les humains ont une structure corporelle spécifique, nous avons 2 mains, 2 jambes. J'y ai été formé pour soigner les gens. Les chiens sont entièrement différents, leur corps fonctionne différemment. Je ne sais tout simplement pas comment soigner les animaux. Gwen s'accroupit et essuya une larme sur le visage du garçon. Alors il va mourir dans mes bras? Tu ne feras rien? Cria-t-il. Gwen ne supportait pas les larmes de l'enfant. Elle-même désirait désespérément un enfant, et Lucas et elle avaient essayé pendant longtemps, mais le résultat était toujours le même, une fausse couche au 1er trimestre. Elle avait pitié du garçon. Ton beau-père ne peut pas emmener le chien dans une clinique vétérinaire? Demanda Gwen, anticipant déjà la réponse. Il va me gronder, et c'est tout. Il jettera le chien à la rue. Je l'ai rentré pendant que mon beau-père n'est pas là, pour le réchauffer. Il faut soigner sa blessure et la panser. Je voulais le faire moi-même, mais je n'ai pas de bandage. Gwen soupira. D'accord, faisons comme ça, je noterai dans mon dossier que j'y ai soigné ta blessure et que tu avais de la fièvre, et j'y aiderai ton chien. Mais je ne peux rien promettre, d'accord? Je suis d'accord. Gwen examina le chien. Il gisait docilement, semblant comprendre qu'on essayait de l'aider. La plaie par arme blanche se trouvait sur ses côtes, profonde mais probablement pas trop grave. Le saignement était localisé et Gwen décida de ne pas suturer, ce n'était pas vraiment nécessaire. Elle nettoya la plaie, la pansa et laissa une solution antiseptique et des bandages au garçon. Le jeune défenseur des animaux s'appelait Nicolas. Merci, je ne sais pas ce que j'y aurais fait sans toi. Le garçon serra Gwen dans ses bras et elle sourit. C'était si réconfortant. Si seulement David savait ce qui elle avait amené ici à la fin de son service, il serait sûrement furieux, mais elle se fichait de ses émotions. Un appel était arrivé, elle y avait répondu et elle avait fourni de l'aide, même si ce n'était pas un humain. C'était quand même nécessaire dans cette situation. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour aider. Alors que Gwen approchait de la porte, la clé tourna dans la serrure. Un homme des âges mûrs, ivre,
entra dans l'appartement. Que est-ce que c'est et que cette histoire? Bredouilla-t-il. Le garçon essaya de mentir, disant qu'il était malade. Gwen ne savait pas quoi faire, mais soudain, un chien pensé sortit de la pièce. Tu as appelé une ambulance pour aider ce clébard? Eh bien, je vais m'occuper de toi maintenant. Le beau-père tenta de frapper l'enfant, mais Gwen intervint. Non, ne faites pas ça. Il voulait juste aider, dit-elle. Et il a ramené ce chien errant dans la maison. Tu sais ce qui arrive à cause d'une fausse alerte? Continua-t-il, essayant de frapper Nicolas, qui esquiva et se mit à l'abri. Je ne le signalerai pas. J'y ai aidé le chien. Nous ne dirons rien à personne. Calmez-vous, vous n'aurez pas d'ennui pour ça. Tenta Gwen de calmer l'ivrogne, mais il ne fit que s'énerver davantage. Alors, tu es aussi une amie des bêtes, hein? Tu as probablement volé quelque chose en douce en t'occupant du bâtard, hein? Pendant que tu étais occupé avec le clébard, les adultes n'étaient pas là et ce clochard a laissé entrer dans la maison. Le beau-père du garçon se jeta sur elle, les poings en avant, et faillit la frapper, mais à cet instant, David apparut derrière lui. Dès un geste vif, il jeta la brute ivre sur le linoléum. Que est-ce que tu crois faire, mec? Calme-toi, dit David. Le beau-père prit peur et commença à reculer. Il ne t'a pas frappé, n'est-ce pas? Demanda David à Gwen. Elle secoua la tête. Si tu mouftes, je t'enterre, compris? Avertit David. Il prit Gwen par la main et la conduisit en bas. Elle allait remplir le protocole de l'hôpital en chemin, écrire qu'elle aidait le garçon, mais décida de dire la vérité puisque David l'avait sauvé. En entendant que Gwen avait aidé le chien pendant tout ce temps, il eut un petit sourire narquois. Eh bien, tu vas te prendre une réprimande du patron demain, et je t'avais prévenu. Pour une raison quelconque, elle pensait que le chauffeur ferait preuve un peu d'humanité maintenant qu'il avait défendu, mais David agit différemment. Il ne déposa pas de plainte, mais raconta tout verbalement, et le médecin-chef infligea à Gwen une réprimande officieuse, la mettant dans l'embarras devant tout l'hôpital. À partir de ce jour, on commença à appeler la vétérinaire. Elle avait déjà assez de commérages et de rumeurs, et maintenant était encore pire. À partir de ce jour, leur voiture devint complètement silencieuse. Gwen cessa de parler à David et même de lui dire bonjour. Elle ne savait pas comment s'était terminée l'histoire avec Nicolas et le chien, mais parfois elle se souvenait d'eux. C'était curieux, mais elle n'osait pas y retourner. Elle espérait juste que le garçon n'avait pas souffert à cause de son amour pour les animaux. Ce soir-là, elle rentrait du travail et s'arrêta au magasin. En sortant, elle tomba sur Nicolas. « Salut, sourit Gwen. »« Salut. Je suis content de te croiser, » illumina le garçon. Il tenait une laisse à la main. Le chien avait survécu et était apparemment devenu son animal de compagnie. « Comment ça va ?» demanda Gwen. « La blessure est déjà guérie. Je voulais demander à quelqu'un de appeler. Tu sais, mon ami avait un collier, je l'ai trouvé sur lui et il y a 2 jours, j'y ai remarqué qu'il y avait un numéro de téléphone dessus. J'y appellerai depuis le téléphone de mon beau-père, mais il a vendu pour boire et je ne peux pas contacter le propriétaire autrement. Mon beau-père ne me permet pas de garder le chien à la maison et il fait froid dehors. Et si quelqu'un le cherche et qu'il lui manque? Gwen soupira. Oui, tu as raison. Appelons, si tu veux. Mais alors ils te prendront le chien, tu comprends ça? Le garçon haussa les épaules et dit tristement, il est avec moi depuis 6 mois et pendant tout ce temps, je n'avais pas remarqué qu'il avait un collier. Il est en cuir assez cher, avec une médaille insérée. Peut-être que mon chien a un vrai maître et je ne peux même pas le nourrir correctement. Je mange à peine moi-même et mon beau-père boit tout l'argent. Gwen secoua la tête. D'accord, alors allons au magasin maintenant et je t'achèterai tout ce que tu veux. Ensuite, nous appellerons le maître du chien et nous ferons une bonne action. Et si un enfant le pleure? Tu es déjà grand, n'est-ce pas? Nous ferons ce qu'il faut. Nous avons déjà sauvé le chien, maintenant ramenons-le à la maison. Nicolas sourit. Oui, je suis grand. Et si, en effet, un enfant le cherche? Et tu achèteras des bonbons aussi? Ses yeux s'illuminèrent. Gwen lui acheta un sac entier de sucreries et plus encore. Elle voulait remonter le moral du garçon du fond du cœur. Il n'avait pas seulement décidé de rendre le chien à son propriétaire, il lui avait sauvé la vie. Il avait persuadé une adulte instruite de soigner l'animal blessé. Il n'avait pas hésité à ramener le chien à la maison, sachant que son beau-père serait en colère. Était un petit homme très courageux qui commençait à plaire de plus en plus à Gwen.
Bonjour, je vous appelle au sujet de votre chien, dit-elle quand quelqu'un répondit au téléphone. Nicolas se tenait à proximité, caressant le chien. Il était touffu, avec des yeux doux et une queue qui remuait constamment. Avez-vous trouvé Rex? L'homme à l'autre bout du fil était incroyablement soulagé. Oui, nous l'avons trouvé. Un garçon l'a trouvé. Nous n'avions pas remarqué le collier tout de suite. Oui, c'est vrai, Rex est très touffu et maintenant il l'est probablement encore plus. C'est moi qui le toilette. Si c'est possible, s'il vous plaît, rendez-moi le chien. C'est mon meilleur ami. N'importe quelle somme d'argent, tout ce que vous voulez. Gwen et Nicolas échangèrent un regard. Bien sûr, nous vous le rendrons. De l'argent, pas besoin d'argent. Pouvez-vous venir au parc municipal maintenant? Nous sommes à proximité. Il y eut une toux embarrassée à l'autre bout du fil. Je suis désolé, je ne peux pas venir, mais je paierai votre déplacement. Pourriez-vous amener le chien? Je ne peux vraiment pas sortir. Gwen haussa les épaules. D'accord, donnez-nous l'adresse. Bientôt, Rex, Nicolas et Gwen se tenaient devant une riche maison du centre-ville. Ils sonnèrent à la porte et attendirent qu'on leur ouvre. Rex remuait joyeusement la queue et gémissait, grattant la porte de ses pattes. Il reconnaissait sa maison. Désolé d'avoir mis si longtemps, un homme en fauteuil roulant ouvrit la porte. Gwen et Nicolas soupirèrent, c'est pourquoi il ne pouvait pas venir, il était handicapé. Rex sauta joyeusement sur son maître et commença à lui lécher le visage. L'homme avait les cheveux blonds bouclés, la peau mate et lisse, et un sourire charmant. Il portait des lunettes, un pull blanc que Rex salit rapidement, mais le propriétaire ne sembla pas s'en soucier. « Entrez, s'il vous plaît. Je veux que vous me racontiez comment vous avez rencontré Rex. Où était-il pendant tout ce temps ?» Nicolas et Gwen entrèrent dans la maison. Apparemment, il n'y avait personne autre que le propriétaire. Nicolas raconta comment il avait rencontré Rex pour la première fois, comment il avait vu le chien errant se faire poignarder par un clochard en sortant d'une benne à ordures. Et Gwen raconta comment elle avait répondu à l'appel, comment elle avait défendu le garçon contre son beau-père. À ce moment-là, Daryl fronça les sourcils. « Tu sais quoi? Je vais te donner un téléphone portable. Garde le secret et en mode silencieux pour que ton beau-père ne te le prenne pas. Et si tu as faim ou besoin d'aide, tu aimes appel, d'accord? Tu aimes aider et je veux vraiment t'aider, être ton ami, d'accord? » Nicolas haussa les épaules. « C'est une excellente idée. Alors, enregistrons aussi mon numéro dedans. Je t'appellerai parfois. Toi aussi, appelle si tu es malade ou si tu as besoin de quelque chose, reprit Gwen sur l'idée. Ils parlèrent pendant presque une heure, après quoi Daryl appela un taxi et insista pour payer la course. Rex se sentit instantanément chez lui. Il s'installa dans le coin où se trouvait autrefois un fauteuil moelleux. Après le départ de Gwen et Nicolas, Daryl resta seul avec le chien. Rêveur, il lui caressa la tête et demanda « Alors, où as-tu trouvé ce miracle? La fille est tout simplement magnifique, et le garçon est si merveilleux. Et toi, Rex, tu te fais des amis si vite. » Bientôt, sa femme entra. Était une rousse en talons, manucurée. « Oh mon Dieu, que est-ce que ce clébard fait ici? » exclama-t-elle depuis le seuil. Rex salua joyeusement la maîtresse de maison, sautant sur elle avec ses pattes avant. Daryl était assis à l'écart, sa femme ne le remarqua pas tout de suite. « Ne t'avais-je pas dit d'envoyer cette saleté au diable? » adressa-t-elle au chien. Daryl entendit cela. « Oui, et tu es en colère, mais tu aurais dû enlever le collier. »« Il y a mon numéro de téléphone dessus, » répondit Daryl. Elisabeth tressaillit, elle réalisa qu'elle avait gaffé en disant cela à voix haute. « Oui, j'y ai jeté ton clébard, mais ce n'est même pas un chien de pure race, Daryl, et il déchire toujours mes collants avec ses griffes. Je déteste ce chien. » Daryl sourit. « Tu as menti pendant tout ce temps en aidant à mettre des affiches. Quelle personne terrible tu es, Elisabeth. Je n'aurais jamais pensé que tu étais capable de ça. Tu aurais au moins pu emmener le chien au refuge. Comme si je ne savais pas que tu les vérifies tous. La prochaine fois, je jetterai ton argent dans la rivière. » Cracha-t-elle avec venin et partit en trombe dans sa chambre, le claquement de ses talons résonnant. « Les chiens savent nager. » cria-t-il après elle, pensant en lui-même, quel idiote. La relation entre Daryl et Elisabeth ne s'améliora pas, bien au contraire. Elle était plus jeune, entêtée, elle aimait qu'il ait sa propre voiture et sa propre maison. Daryl avait sagement investi ses économies et était devenu un homme d'affaires, créant sa propre entreprise à partir de rien.
Il avait un riche correspondant, Askold. Ils s'étaient rencontrés à l'école et N avait jamais cessé de communiquer. Cet ami vivait à l'autre bout du pays. Il conseillait Daryl, lui apprenait à investir judicieusement son argent et à accroître sa richesse. Il lui enseignait les subtilités des affaires, comment gérer les impôts, établir des rapports. En général, il avait beaucoup appris à son ami, tout ce qu'il savait, et Daryl avait réussi en peu de temps. Ils s'étaient rencontrés en personne plusieurs fois. Askold avait une famille, des enfants, il était heureux. Daryl voulait aussi une famille, mais il était précipité. Cela n'avait pas fonctionné comme avec ses affaires, car l'amour ne peut pas être provoqué artificiellement, il existe ou il n'existe pas. Il avait trouvé une belle fille qui s'accrochait aussi à lui, et après seulement 4 mois de fréquentation, ils s'étaient mariés. Elisabeth était ravie de cette tournure des événements, mais Daryl commença bientôt à réaliser que les mariages ne se construisent pas ainsi et que l'amour ne se choisit pas. Il avoua à Askold qu'il enviait son bonheur et avait également décidé de se marier, mais maintenant il regrettait sa décision. « Mon ami, ça ne marche pas comme ça. Ma femme et moi avons eu tellement d'obstacles sur notre chemin, nous nous sommes disputés et avons failli rompre, nos familles se sont battues contre nous, son ex n'arrêtait pas d'interférer, et maintenant nous sommes ensemble, mais nous nous disputons toujours. Cependant, je comprends que je l'aime toujours de toute façon. Je n'ai pas cherché l'amour, c'est juste arrivé, et ça t'arrivera aussi. C'est bien que tu aies réalisé à temps que tu avais fait une erreur. Je te conseille de rompre avec elle. Mais maintenant, ce ne serait pas juste, elle est même. Ton argent, tu as dit toi-même qu'elle est matérialiste, arrogante. Elle n'exclut pas l'autre. Elle dit qu'elle aime, elle pleure quand nous nous disputons. Eh bien, je ne sais pas. Si tu es malheureux avec elle, il vaut mieux le lui dire directement. Je ne voudrais pas que quelqu'un sorte avec moi par pitié. Cette conversation avait eu lieu 2 ans auparavant. Pendant tout ce temps, Daryl avait pu se résoudre à mettre fin à la relation. Parfois, il semblait y être habitué, avoir presque commencé à aimer Elisabeth, mais ensuite tout revenait à la normale. La relation se détériorait, allait de mal en pis, mais aucun des n'y mettait fin. Et depuis l'accident, où Daryl était retrouvé en fauteuil roulant, tout était devenu encore pire. Il avait failli mourir. Elisabeth avait eu peur pour lui, elle n'avait pas quitté son chevet, mais quand le médecin avait dit qu'il ne remarcherait plus, elle avait pris ses distances brutalement, ne l'aidant en rien, et c'était comme si elle le blâmait lui-même de ne plus pouvoir aller partout avec elle comme avant. Vivre avec quelqu'un cloué à un fauteuil roulant est difficile, et Elisabeth ne le cachait pas, elle n'aimait pas ce genre de vie. Daryl attendait toujours qu'elle rompe avec lui de son propre chef, mais pour une raison quelconque, elle ne partait pas, apparemment à cause de l'argent. Depuis que Gwen et Nicolas avaient ramené le chien à Daryl, 3 semaines s'étaient écoulées. Dehors, tout fleurissait et embaumait le printemps. Avril battait son plein, les nuits fraîches étaient remplacées par des journées chaudes et ensoleillées. L'amour était dans l'air. Gwen appelait Nicolas presque tous les jours, tout comme Daryl. Le garçon lui parlait d'elle et elle de lui. Ils ne communiquaient pas directement, mais par l'intermédiaire du garçon, ils savaient tout l'un de l'autre. Daryl voulait désespérément demander à Nicolas son numéro de téléphone, mais il ne pouvait pas y résoudre. Gwen lui semblait si inaccessible, bien qu'elle s'intéressât aussi à Daryl, mais elle n'était pas du genre à s'imposer à un homme. Elle était fermement convaincue que s'il le voulait, il trouverait son numéro, la trouverait lui-même, et sinon, c'est qu'il ne le voulait pas tant que ça. Ce jour-là, Daryl appela de nouveau Nicolas. Il décida de demander au garçon si Gwen avait un mari ou un fiancé. Il le prendrait comme complice et avouerait qu'elle lui plaisait vraiment. Peut-être que Nicolas les rapprocherait. Le garçon était intelligent, mais il ne pouvait pas aborder le sujet. Nicolas pleurait quand Daryl l'appela. « Que s'est-il passé? Peux-tu parler maintenant ?» demanda Daryl. « Mon beau-père m'a battu. »« Pourquoi ?»« Parce que j'y ai refusé de sortir. Il veut que je mendie de l'argent dans la rue après l'école, et ensuite il achètera des cigarettes et de l'alcool avec cet argent. Mais je ne veux pas. J'y ai mendié une fois, mais j'y avais tellement honte, et mes camarades de classe m'ont vu et elles l'ont dit à tout le monde. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Il te force à mendier? Daryl était choqué. Oui. J'y arrive bientôt, dit-il et raccrocha. Pendant ce temps, Nicolas se demandait comment il arriverait. Après tout, il était en fauteuil roulant. Cependant, Daryl pouvait faire appel à un véhicule spécial pour lui. Le chauffeur arriva chez Nicolas, à la demande du passager,
monta au deuxième étage puis frappa à la porte. Le beau-père de Nicolas ouvrit et demanda sèchement « Que est-ce que vous voulez ?»« On vous demande de descendre, quelqu'un veut vous parler. »« Je ne vais nulle part. »« Si quelqu'un veut me parler, il n'a que à venir ici. » rétorqua le beau-père. « Je dois insister. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant vous demande de descendre. Il a une affaire sérieuse à discuter avec vous. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, expliqua le chauffeur. Le beau-père lui claqua la porte au nez. Le chauffeur revint, haussant les épaules. Il a refusé, rapporta Théil. D'accord, soupira Daryl. Il appela son garde du corps du bureau. Le garde arriva en 20 minutes, monta au deuxième étage et frappa de nouveau à la porte. Je vous ai déjà dit que je n'irai nulle part, pour aucun handicapé. Allez-vous-en. Exclama le beau-père avant d'être interrompu. Le garde l'attrapa par le col et le traîna hors de l'entrée. Daryl était assis dans la voiture garée. Bonjour. Désolé d'avoir dû recourir à la force, mais il n'y avait pas d'autre moyen de vous parler. Vous n'avez pas de téléphone portable, si je comprends bien? Commença Daryl. Le beau-père se présenta comme étant Georges. Daryl expliqua qu'il connaissait Nicolas et voulait le protéger. Si jamais je vois une échymose sur son corps, je viendrai, et mon garde sera avec moi. Alors ce ne sera pas moi qui parlerai, ce sera lui. Et il est muet, pour que vous sachiez, il ne parle pas, si vous voyez ce que je veux dire. Nicolas ne m'en dira jamais, et vous trouverez un travail et subviendrez aux besoins de votre enfant. Je veux qu'il soit nourri, habillé et qu'il ait une enfance. Je peux vous retirer vos droits parentaux en un clin d'œil, mais vous ne voulez pas ça, si je comprends bien. Vous avez besoin des allocations familiales pour lui, n'est-ce pas? Georges hocha la tête. Très bien alors, ne poussez pas les choses à la limite. Me suis-je bien fait comprendre? Georges était en colère, ses joues empourprées, mais le garde de Daryl était 2 fois plus grand que lui et lui fit comprendre qu'il valait mieux ne pas chercher des ennuis. À partir de ce jour, Daryl rendit plusieurs fois visite à la maison de Nicolas. Il emmenait le garçon, mais dès abord il appelait Georges. Maintenant, Georges descendait toujours. J'y emmène Nicolas au parc, ça ne vous dérange pas? Je le ramènerai dans quelques heures, disait Daryl. Bien, haussait les épaules Georges, tout en bouillant intérieurement et se demandant pourquoi un homme riche en fauteuil roulant s'intéresserait à son beau-fils. Quelquefois, Daryl amena Nicolas chez lui pour jouer avec Rex. Elisabeth vit le garçon et fut extrêmement mécontente de sa présence dans la maison. Elle ne le salua pas, elle ignora, pensant que Daryl devenait tout simplement fou de se lier des amitiés avec un petit garçon. Un jour, le chauffeur de Daryl demanda à partir plus tôt et Daryl appela Georges. Daryl lui avait donné un simple téléphone portable pour rester en contact. Il avait dit que si jamais le garçon avait besoin d'aide, Georges pourrait toujours le contacter. Georges avait peur de renvoyer Daryl. De plus, Daryl aidait à s'occuper du garçon en lui achetant des vêtements, en jouant avec lui, en l'emmenant au parc. De quoi se vexer? Gentillesse et aide. Georges n'était pas un monstre, bien sûr, il voulait une bonne enfance pour Nicolas, mais sa dépendance à l'alcool, sa paresse innée et son sale caractère l'empêchaient de se surpasser. Il n'avait jamais trouvé de travail, ne faisait que des petits boulots. Un peu d'argent rentrait, mais ce n'était jamais assez. Georges, pourriez-vous prendre un taxi et venir chercher Nicolas? J'y ai peur de le laisser partir seul. Je paierai la course. Georges venait de rentrer du travail. Il prit une douche, sortit une bière du réfrigérateur. Il avait vraiment envie d'envoyer Daryl au diable, mais il serra les dents et dit qu'il viendrait bientôt. Georges était sur le pas de la porte de la maison du riche. Nicolas se préparait à partir. « Et vous, je suppose, êtes le père du garçon ?» demanda Elisabeth avec indifférence. Elle était, comme toujours, belle et sentait délicieusement bon. « Oui, je suis le beau-père. »« Ça ne vous dérange pas que mon mari se soit autant attaché à lui? »« Et vous ?» Ils se regardèrent et comprirent rapidement qu'ils étaient du même côté. Oui, c'est un cauchemar. Pourquoi a-t-il besoin de l'enfant d'un autre? C'est anormal. Pourquoi ne lui interdisez-vous pas? Il aime à menacer avec son garde du corps, et il a aussi dit qu'il pourrait me retirer mes droits parentaux. Oui, Daryl peut faire ça. Tous ses amis sont avocats et juges. Alors, que devrions-nous faire? Eh bien, j'y ai quelques idées là-dessus. Devrions-nous dîner ensemble un de ces jours? Sourit Elisabeth. Georges eut un sourire narquois. Il portait une vieille veste en cuir, ses cheveux noirs étaient ébouriffés. Apparemment, elle aimait bien. Il avait l'air un peu brut,
contrairement à cet intellectuel en fauteuil roulant. D'accord, mais je suis à court d'argent en ce moment. Pas de problème, je paierai, sourit Elisabeth d'un air entendu. Ainsi, la femme de Daryl trouva un allié. Elle rêvait depuis longtemps de quitter son mari mais ne savait pas comment faire sans perdre d'argent. De plus, elle ne voulait pas être seule. Elisabeth ne parvenait pas à trouver un remplaçant digne de Daryl, mais elle avait toujours eu un faible pour les mauvais garçons et George attira son attention. Ils se rencontrèrent peu après et discutèrent de leurs pensées. George dit qu'il aimerait régler ses comptes avec Daryl. Elisabeth dit que cela ne la dérangeait pas, il serait beaucoup plus rentable pour elle de devenir veuve que de divorcer. Ils étaient assis dans un restaurant, George tenant la main d'Elisabeth et la regardant tendrement dans les yeux. Elle fondit sous son regard brun perçant. George était fait beau pour cette rencontre, rasé. Il faisait partie de ces hommes qui faisaient instantanément impression, assez bel homme, âges mûrs. Elisabeth n'était pas dérangée par son alcoolisme et son chômage, elle fut instantanément séduite. Tu sais, je serais heureuse de devenir veuve, mais je suis un peu délicate. Si tu pouvais, tu es un vrai homme, ça se voit, sourit-elle en le regardant dans les yeux. Je peux, si tu veux. Mais est une affaire sérieuse. Le regretteras-tu plus tard? Est ton mari, pas un étranger. Je vais m'en occuper maintenant, et ensuite tu commenceras à pleurer, à me blâmer. Je ne veux pas finir en prison. Moi? Je me fiche de cette mauviette. Je le déteste, pour que tu saches. Je n'ai pas besoin de lui, il ne fait que me gêner. En cas de divorce, je n'obtiendrai presque rien, puisqu'il a démarré l'entreprise avant le mariage et que tout lui appartient. Nous n'avons pas d'enfants, l'appartement a aussi été acheté avant le mariage. Je ne prendrai que mes affaires, mais je veux rester dans cette maison avec quelqu'un qui appréciera vraiment, sourit-elle en lui caressant la main. Oui, une femme comme toi devrait être appréciée. Tu mérites mieux. Ils passèrent un long moment au restaurant, puis allèrent dans un motel pour mieux se connaître. Elisabeth rentra chez elle vers minuit. Elle n'était jamais restée dehors aussi tard auparavant, et Daryl réalisa qu'elle avait probablement été avec quelqu'un d'autre. Il y attendait, car il était lui-même désormais handicapé. Cela ne lui fit pas mal, il espérait juste qu'elle rassemblerait ses affaires et voudrait partir. Mais cela ne se passa pas ainsi. Le matin, Elisabeth dit qu'elle n'était pas satisfaite de leur femme de ménage. Est déjà la troisième. Qui ne a pas plu chez Madame Wright? Elle est avec nous depuis presque un an. Je pense qu'elle est parfaite, pas trop jolie pour que tu ne sois pas jalouse comme avec Wendy, pas d'enfants donc elle ne prend pas de congé maladie comme avec Victoria. Mais quel est le problème maintenant? Hier, le père du garçon que tu nourris est venu ici. Donc, il n'a pas de travail stable. Je pense qu'il serait beaucoup plus avantageux que tu embauches George. Si tu veux aider l'enfant, trouve un travail à son père. Et Madame Wright peut rester à temps partiel, elle s'occupera de la maison et George pourra s'occuper de la cour et du jardin. Et le garçon sera plus souvent avec toi, puisque tu le souhaites. Daryl soupira. Il avait vu que Elisabeth et George avaient échangé quelques mots la veille. Bien sûr, il devinait que Elisabeth n'avait pas simplement décidé de aider sans raison. Il devinait aussi qu'ils avaient probablement passé la nuit précédente ensemble, mais il se fichait vraiment d'elle, et donner un travail à George n'était pas une mauvaise idée après tout. Acceptera-t-il? Ce type n'a pas l'air d'aimer beaucoup travailler. Il acceptera. Je lui en ai parlé hier. Il ne trouve tout simplement pas le bon travail. D'accord, je vais l'appeler, haussa les épaules Daryl. Je l'appellerai moi-même, dit Elisabeth en sortant, la tête haute. Elle n'essaya même pas de prétendre qu'elle n'était pas intéressée par cet homme, elle fit clairement comprendre qu'elle avait son numéro de téléphone. Daryl soupira de soulagement. Il semblait que les choses évoluaient vers une résolution. Qu'elle aille avec ce George, ou avec quelqu'un d'autre, oui, et n'importe où. Il ne pouvait pas se résoudre à y mettre fin lui-même, il se sentait coupable et responsable. Après tout, c'était lui qui elle avait épousé. George commença à travailler dans la maison de Daryl. Il était taciturne, faisait tout ce qu'on lui demandait. Il arrivait et partait à l'heure. Daryl remarqua à quelques reprises que George sortait de la chambre de sa femme un peu débraillé. Il comprit qu'il y avait quelque chose entre eux, mais choisit de l'ignorer. Il en fichait vraiment. Elisabeth, en revanche, essayait de provoquer sa jalousie, espérant susciter des émotions chez lui. L'espoir persistait encore en elle, mais l'indifférence de son mari la poussait aux extrêmes.
Elle dit qu'elle avait pris sa décision et voulait que George élimine Daryl. Ce jour-là, Daryl envoya le chauffeur chercher Nicolas. George travaillait dans le jardin. Nicolas arriva, prit Rex et alla se promener avec lui. Le temps dehors était mauvais, de nouveau froid, avec des vents forts et des pluies intermittentes. Daryl, comme des habitudes, sortit dans la cour. Le chemin près de la piscine, que George avait nettoyé peu de temps auparavant, était légèrement en pente. Daryl appuya instinctivement sur les freins pour éviter de tomber dans l'eau, mais les freins ne fonctionnèrent pas. Daryl essaya de se rattraper avec ses mains, mais sous le poids de son corps, le fauteuil roulant roula en avant. Daryl réalisa qu'il allait tomber, commença à appeler à l'aide, mais il n'y avait personne aux alentours. Le fauteuil roulant roula sur les carreaux et bascula dans l'eau. Daryl se retrouva dans l'eau glacée, le fauteuil roulant le recouvrant. Il étouffa, sentant un coup dans le dos, incapable de sentir ses jambes mais comprenant qu'elle le tirait vers le bas comme une pierre. Daryl essaya de nager pour sortir. Il réussit tant bien que mal à se dégager du lourd fauteuil roulant et refit surface, happant l'air. Après cela, il fut de nouveau tiré vers le bas. Si seulement ses jambes lui obéissaient. Son pull était déjà trempé, et l'eau remplissait ses poumons. Il toussa, ne refaisant surface que pour de courts instants, puis replongeant dans l'eau froide. Ses cris étouffés ne donnèrent aucun résultat. Il savait que Elizabeth et George étaient quelque part à proximité, mais ne pouvait pas les voir, elle observant se noyer depuis la fenêtre du salon. Encore un peu et c'est fait. Le regretteras-tu plus tard? Je peux le sortir si tu veux, avant qu'il ne soit trop tard, dit George. Non, je ne le regretterai pas. J'y ouvrirai même une bouteille de champagne pour l'occasion. Il se tenait là, indifférent, regardant Daryl lutter pour sa vie. À ce moment, le portail de l'arrière-cour s'ouvrit et Rex se précipita comme un ouragan, sautant immédiatement dans la piscine. Nicolas suivit son exemple, il sauta aussi dans l'eau sans hésiter et aida Daryl à atteindre le bord. « Je ne peux pas te sortir, tu es lourd », dit Nicolas, grelottant de froid. Il fit plusieurs tentatives pour soulever Daryl, qui grelottait déjà et avait avalé de l'eau. « Cours à la maison, va chercher ton beau-père, il aidera. » Va le rappeler. « Mais tu ne vas pas te noyer ?» demanda Nicolas avec inquiétude en sortant de la piscine. « Non, cours. Je me tiens au bord. » Être dans l'eau glacée était insupportable. Nicolas courut dans la cuisine où son père faisait semblant de réparer un robinet. Elizabeth était déjà montée à l'étage. Ils virent tous les deux que leur plan était ruiné par Nicolas et Rex. « Aide, vite !» Daryl est tombé dans la piscine. George se précipita pour aider Daryl avec un air préoccupé. Daryl remercia son sauveur. Ils récupérèrent son fauteuil roulant de la piscine. Cependant, pendant tout ce temps, Daryl était resté dehors, en vêtements mouillés, et avait attrapé froid. Il commença à se sentir mal quand il atteignit enfin la douche. Ce soir-là, Elizabeth et George étaient assis dans un café près de la maison. Daryl était au lit, frissonnant. Peut-être que c'est mieux ainsi, nous n'avons pris aucune culpabilité sur notre conscience. J aurait pu l'achever, bien sûr. J aurait pu le faire moi-même, mais c'est dégoûtant, admit George. Oui, je suis contente qu'il soit en vie aussi, mais J espère vraiment qu'il mourra d'une pneumonie. Alors nous serons définitivement tirés des affaires, dit Elizabeth. La maladie de Daryl permit à Elizabeth de prendre le contrôle de l'entreprise. Elle lui donnait de faux comprimés, les faisant passer pour des antibiotiques, tandis qu'il ne faisait qu'empirer. Elle lui demanda des procurations pour signer des documents, promettant d'obéir au directeur en qui Daryl avait une confiance aveugle. Cependant, quand Elizabeth prit sa place, tout tomba entre ses mains. Elle transféra immédiatement une grosse somme des comptes de réserve sur son propre compte et partit faire du shopping. Quand on lui demandait où signer, elle le faisait. Elle prit même la peine d'aller consulter un avocat pour savoir comment transférer l'entreprise à son nom. Elle décida de devenir propriétaire et de court-circuiter Daryl, sans commettre de meurtre. Pourquoi se salir les mains? À ce moment-là, Daryl allait de plus en plus mal. Nicolas avait aussi attrapé froid et ne lui rendit pas visite pendant une semaine après cet incident. Quand le garçon vint le voir ce jour-là, il vit Daryl délirant, avec une forte fièvre, allongé seul dans son lit. Nicolas se souvint immédiatement de Gwen et composa son numéro. À ce moment-là, elle était au travail, revenant d'un appel. Nicolas lui raconta ce qui s'était passé et Gwen se précipita. David n'était plus avec elle, il avait trouvé un autre travail et avait démissionné. Il y avait un autre chauffeur à sa place, accommodant et raisonnable,
Travailler était devenu beaucoup plus facile. Daryl ouvrit les yeux et vit Gwen assise, une perfusion pour lui. « Suis-je mort ou suis-je arrivé au paradis ?» sourit-il. « Pas encore, mais tu y serais allé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Nicolas a dit que tu étais malade depuis une semaine. Ne sais-tu pas qu'il y a une aide des urgences, des médecins ?» Le gronda-t-elle. Ilès était sérieusement négligée et cela aurait pu être fatal. « Eh bien, Elisabeth m'a donné des pilules. Je ne sais pas ce que elle t'a donné, mais ton état est affreux. Tu vas à l'hôpital ? Demanda-t-elle. Puis-je t'engager à la place ? Peux-tu me soigner à la maison ? Viens quand tu as le temps. D'accord, répondit Gwen. C'est bien, mais si tu ne t'améliores pas dans la journée qui vient, je devrais t'emmener à l'hôpital. Et aussi, j'aimerais te faire une radiographie. Elle commença à s'occuper de la santé de Daryl. Elisabeth, voyant la jeune et jolie médecin, se vexa. Plusieurs fois, elle fit des remarques sarcastiques, mais Gwen s'en fichait. Nicolas lui raconta que le beau-père et la femme de Daryl étaient toujours en colère, qu'ils chuchotaient à propos de quelque chose, enfermant ensemble. « Ne penses-tu pas que les freins de ton fauteuil roulant ont lâché pas par accident ?» demanda Gwen. Elle était assise, la perfusion pour lui. J'y ai eu de telles pensées. Nous devrions divorcer après tout ça, ça ne marchera pas. Nous ne nous sommes pas seulement désaimés, je pense qu'elle a commencé à me haïr. Peut-être que je le méritais, peut-être que je ne suis pas devenu un bon mari pour elle, mais nous ne pouvons pas continuer à vivre sous le même toit dans de telles circonstances. Gwen interrogea Daryl en détail sur sa blessure. Il avéra qu'une opération était possible, mais Daryl ne tolérait pas bien l'anesthésie. Il avait des maladies chroniques et des particularités corporelles qui compliquaient toute intervention chirurgicale, et dans le cas de sa colonne vertébrale, une opération sérieuse de plusieurs heures était nécessaire. J'ai juste peur, Daryl. As-tu pas peur de vivre toute ta vie comme ça, sachant que ça aurait pu être différent ? Et il y a toujours un risque, tu aurais pu mourir aujourd'hui, ce jour-là, ou celui-là. Et tu serais mort si je n'étais pas venu. Daryl réfléchit. Elisabeth lui avait inculqué le contraire, si tu ne veux pas mourir, accepte-le. Elle était contre l'opération, prétextant qu'elle s'inquiétait beaucoup pour lui, surtout quand Daryl avait failli mourir dans l'accident. Mais écouter les conseils d'une infirmière attentionnée qui se souciait aussi réellement de sa santé semblait raisonnable. L'idée de l'opération ne le quittait jamais, il s'imaginait constamment debout, retrouvant une vie normale. Un petit espoir pour cela le faisait sourire. La deuxième raison de sourire était Gwen. Il était beaucoup rapproché pendant qu'elle le soignait. Quand Gwen termina le traitement, Daryl était déjà déterminé. Il alla à l'hôpital, fit des tests et obtint l'avis d'un médecin. L'opération est indiquée, mais il peut y avoir des complications. Il n'y a aucune garantie, mais il y a environ 60% de chances que, après l'intervention, Daryl puisse marcher. L'opération fut programmée pour le jeudi matin. C'était en mai, une journée ensoleillée. Daryl se réveilla à 5 heures du matin et ne put se rendormir. Il regardait par la fenêtre, pensant, et si c'était le dernier jour ? Et si un autre matin ne venait pas ? Gwen va le voir, Nicolas aussi. L'hôpital était privé. Nicolas le serra dans ses bras et dit que tout irait bien. Gwen, cependant, demanda à Nicolas de les laisser seuls. Tu sais, dès notre première rencontre, j'ai réalisé que tu étais une très bonne personne. Je ne te l'ai pas dit et je ne l'aurais pas fait, mais maintenant je dois le faire. Le fait est que tu comptes beaucoup pour moi. Attends. Tu veux dire ça parce que je pourrais mourir, n'est-ce pas ? Non, je suis juste très anxieuse. Je veux que tu saches que tu es devenu très important pour moi. Attends, interrompit-il de nouveau. Dis-le-moi quand je me réveillerai. Et j'ai beaucoup de choses à te dire aussi, mais après l'opération, d'accord ? D'accord. Gwen lui tenait la main, les larmes coulant sur ses joues. À ce moment, un médecin entra dans la chambre. Bientôt, Daryl fut emmené sur un brancard. 1 an était écoulé depuis. Chaque jour, Gwen se réveillait le cœur lourd. C'était elle qui avait persuadé de subir l'opération à l'époque. Si seulement elle avait su qu'il ne se réveillerait pas après l'anesthésie. Les premiers jours, quand les médecins dirent que Daryl était tombé dans le coma, elle les passa à l'hôpital. Sa femme appela qu'une seule fois et demanda à être prévenue si son mari se réveillait ou mourait. En apprenant cela, Gwen cessa de se tourmenter de culpabilité d'être tombée amoureuse d'un homme marié. Sa femme, cependant, était différente.
Elle espérait que Daryl se réveillerait, elle y croyait, elle venait tous les jours. Une fois, elle rencontra Elizabeth dans le couloir. « Que est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle avec dédain. « Moi ? Je m'occupe de Daryl, » répondit Gwen, regardant droit dans les yeux de la femme légitime. « M'occuper de mon mari ? Personne d'autre. C'est une personne très seule, » répondit Gwen. Elizabeth haussa les épaules. « Bien, prends-le. Je suis venue pour un certificat médical. Je demande le divorce. Sache juste que, à partir de ce jour, je deviens la propriétaire légitime de tout. La maison et l'entreprise me reviendront. Dès ailleurs, George a dit que toi et Daryl vous occupiez de ce garçon ensemble. Tu peux le prendre si tu veux. George prévoit de l'envoyer à l'orphelinat, mais si tu veux, tu peux essayer de l'adopter. Nous n'avons pas besoin du fardeau des autres. » Gwen était abasourdie. Quelle tournure des événements! Quelle audace! Et où fabrique-t-il de si pâles imitations d'un être humain? On dirait qu'on la regarde, 2 mains et 2 jambes, comme tout le monde, mais à l'intérieur, il y a un énorme trou noir à la place d'une âme. Daryl ne se réveilla ni le 3e, ni le 10e jour. Au début, les appareils de maintien en vie étaient financés par ses propres fonds, auxquels son assistant de travail avait accès. Mais l'hôpital où Daryl gisait était privé, ce qui signifiait que ce n'était pas bon marché. Quand l'argent s'épuisa, Gwen se tourna vers Elizabeth. Après tout, elle avait commencé à tout gérer ce que Daryl possédait. Elizabeth refusa et vint même personnellement à la clinique pour demander qu'il soit débranché de l'assistance respiratoire. Elle voulait en finir et devenir la seule propriétaire légale de la maison et de l'entreprise. L'assistant de Daryl lui rendait visite tous les jours. Il continua à gérer les affaires pendant longtemps, puis Elizabeth le renvoya. « Daryl a un ami, appelle-le. Je te donne le téléphone. » Il appelle Askold. Ils sont amis depuis l'enfance. C'est un homme très riche, dit-il en donnant le numéro de téléphone à Gwen. À ce moment-là, Gwen avait déjà quitté son travail et avait trouvé un poste d'infirmière à la clinique privée où Daryl gisait dans le coma. De cette façon, elle pouvait être plus proche de lui. Pendant un certain temps, elle paya son séjour dans le service, mais l'argent manquait cruellement. Nicolas et Rex vivaient avec elle. Elle avait pris le garçon. Elle expliqua toute la situation aux femmes des services sociaux et elles aidèrent Gwen à devenir sa tutrice. Maintenant, Nicolas vivait dans des conditions normales. Gwen aidait pour ses leçons, elle habillait. Ce jour-là, Gwen vint travailler comme des habitudes pour le service du soir. Nicolas vint aussi avec elle. Rex était resté dans la cour, attaché à un poteau, mais il se comportait de manière très agitée. Gwen ne vit pas comment le chien cassa sa laisse et se précipita dans l'hôpital, effrayant le gardien. Il se lança à la poursuite du chien. Gwen approchait déjà du service quand Rex la renversa presque. Il courut à l'intérieur et commença à aboyer sauvagement. Gwen fut la première à arriver et vit une telle scène. Rex se jetait sur Elizabeth, qui était acculée dans un coin. Un des fils était déconnecté de l'appareil de maintien en vie. « Je suis juste venu rendre visite à Daryl. Débarrassez-moi de ce clébard. C'est un hôpital ou un zoo ? » indigna Elizabeth. Gwen approcha calmement de la machine et rétablit tout comme avant. « Vous avez déconnecté le moniteur. Vous auriez dû retirer l'autre fil, celui-ci. » Gwen montra le gros cordon noir menant à la machine. Elizabeth était toujours debout contre le mur, Rex aboyait sur elle, ne la laissant pas bouger. « Je n'ai rien déconnecté. Votre clébard a fait irruption dans la chambre et a arraché les fils. » Elizabeth piétina le chien et Rex recula. Elle releva la tête et passa. Ainsi, Rex sauva la vie de Daryl. Il semblait sentir le danger, et trouver le service n'avait pas été difficile pour lui. Gwen amenait parfois à l'hôpital la nuit, espérant que le chien lécherait la main de Daryl et qu'il se réveillerait. Gwen raconta cette histoire au médecin-chef, qui ordonna d'imprimer une photo d'Elizabeth à partir des caméras de surveillance et de ne plus la laisser entrer. Mais vous comprenez que ce n'est pas abordable pour vous seul de le maintenir. Vous devrez prendre des dispositions avec une autre clinique ou le débrancher, et je conseille cette dernière option. Laissez-le partir. Cela fait déjà 1 an, il n'y a pratiquement aucune chance, prononça avec sympathie le médecin-chef. Le même jour, Askold rappela. Ne le débranchez pour rien au monde. Daryl se battra aussi longtemps qu'il le faudra. J envoie le chèque immédiatement. Cria-t-il dans le récepteur. J arrive, ne le débranchez surtout pas. Gwen fut si soulagée.
Au moment de la conversation, elle était dans la chambre de l'hôpital. Quand Askold raccrocha, elle prit la main de Daryl. « Eh bien, ton ami va nous aider. » Askold a dit qu'il viendrait et paierait la chambre. « Daryl, mon chéri, reviens parmi nous. Moi, Rex, Nicolas et Askold, oui, beaucoup de gens de ton travail te manquent. Nous verrons. Je vais, dit-elle. » À cet instant, la main de Daryl eut un soubresaut. Il entr'ouvrit légèrement une paupière. Le moniteur montra des changements dans son pouls et sa pression. Daryl se réveilla. Il lui fallut beaucoup de temps pour reprendre ses esprits. La convalescence fut difficile. Il passa 4 mois à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui. Gwen fut à ses côtés tout ce temps, et Elizabeth dut déménager de la maison de Daryl, mais elle réussit à prendre le contrôle de son entreprise. Daryl n'était pas encore prêt à travailler, mais Askold lui avait déjà fait un chèque et une grosse somme pour que son ami puisse renaître de ses cendres et tout recommencer. Askold vint personnellement dès qu'il apprit que Daryl avait repris connaissance. Il rencontra Gwen. « C'est le genre de fille qu'il te faut. Je pense qu'elle t'aime vraiment, pas comme c'était avec Elizabeth, tu sais. » Daryl hocha la tête. « Je pense que je l'aime aussi. » Repartir de zéro fut difficile. Daryl était encore faible, toujours en fauteuil roulant. Cependant, il pouvait sentir ses 2 jambes et récupérait progressivement. L'opération avait réussi, mais se réveiller de l'anesthésie était avéré très difficile. 1 an plus tard, alors que Daryl se tenait déjà debout avec une canne, Elizabeth apparut sur le seuil de sa maison. Elle était toujours belle, mais son regard était différent, troublé. « Te souviens-tu de tes partenaires ? Aujourd'hui, ils ont fait irruption chez nous avec George, ont tout retourné. Pourquoi as-tu même travaillé avec des gangsters ? Que allons-nous faire maintenant ? L'entreprise est ruinée. Ils disent qu'ils vont tuer George. » Daryl enleva ses lunettes et regarda attentivement son ex-femme. « Je savais avec qui je m'engageais, mais je n'ai jamais emprunté auprès d'eux. Nous avons réglé nos comptes immédiatement et partagé honnêtement les bénéfices. Parle-leur, ils te respectent. » « Moi ? Avec eux ? À propos de quoi ? Tu as volé mon entreprise et maintenant tu dis que tu as des problèmes et tu demandes de l'aide ? Rends juste l'argent, Elizabeth, et tout ira bien. Mais je ne l'ai pas. Si je m'endette, nous serons en faillite. Tu veux que je te prête de l'argent ? Elizabeth le regarda dans les yeux. Lui demander cela était audacieux de sa part. Et peux-tu ? Nous le rembourserons honnêtement. Désolé, je ne peux pas et je ne veux pas. Ne reviens pas, d'accord ? Dit calmement Daryl. Il le dit gentiment, sans colère. Elizabeth partit. Elle ne savait pas que ce jour-là même, Gwen et Daryl avaient déposé une demande à la mairie et se préparaient à célébrer cet événement. Hélène n'avait pas de temps pour Elizabeth et ses problèmes. Et plus tard, ils apprirent que Elizabeth et George avaient échoué. Ils avaient dû s'endetter et vendre tout ce qu'ils avaient pour régler leurs comptes avec des gens sérieux. Sur cette base, ils se séparèrent. Elizabeth se trouva rapidement un nouvel homme. Cette fois, son élu était un homme des affaires de 60 ans. Tout le monde comprenait que Hélène était avec lui que pour l'argent, tout le monde, y compris l'homme lui-même. Mais il s'en fichait. Elizabeth était une belle poupée pour lui, un symbole de prospérité. Elle lui donnait l'impression d'être à nouveau jeune, mais il ne se précipita pas pour l'épouser et elle n'avait apparemment pas l'intention de le faire. Quant à George, ayant goûté à la vie de riche, il ne voulait pas non plus retourner dans son appartement minable et commença une liaison avec une femme mariée riche, d'abord avec une, puis avec une autre. Il ne se souvenait pas de Nicolas, n'appelait pas, ne rendait pas visite. Il avait des énormes dettes, alors George changeait constamment de lieu de résidence. Il acheta même un faux passeport pour se cacher de ses créanciers. Il devint un playboy professionnel, mais dès qu'il réussissait à obtenir de l'argent d'une quelconque dame amoureuse et stupide, George flambait tout en boissons et en cartes. Cela se retourna contre lui. Il ne réussit jamais à acheter une maison ou une voiture. Le maximum qu'il pouvait offrir était des choses plus chères pour impressionner une autre dame âgée. Gwen et Daryl adoptèrent officiellement Nicolas. Gwen avoua qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants et raconta ses tentatives infructueuses lors de son premier mariage. Daryl dit qu'ils adopteraient un bébé. Au pire, ils feraient appel au service d'une mère porteuse. Dans ce cas, ils avaient encore une chance d'avoir un autre enfant. Cependant, ils découvrirent bientôt que Gwen était enceinte de 3 mois. Était arrivé naturellement et la grossesse se déroula sans heurts.
Après le terme prévu, Gwen donna naissance à une fille en bonne santé pesant 3,800 kg. Daryl était le plus heureux des pères. À ce moment-là, l'entreprise couvrait déjà entièrement leurs dépenses et leur permettait de vivre sans besoin. Mais la grossesse de Gwen ne fut pas une surprise pour ce couple. Une fois, Daryl décida que son fils voudrait connaître ses parents biologiques. Il commença à chercher des informations et découvrit que la sœur de la mère biologique de Gwen avait donné naissance à une fille il y a longtemps et avait quitté son mari. Elle avait été élevée dans la famille de son père et elle n'avait aucun lien avec la famille de sa mère. C'est elle qui avait donné naissance à Nicolas, comme sa mère autrefois, avait laissé un enfant à son père, ou plutôt à son beau-père, qui n'osa pas envoyer Nicolas à elle orphelinat, puisqu'il avait lui-même grandi dans un foyer. Il décida qu'il valait mieux avoir une manière ou une autre que là-bas, surtout quand il payait des allocations. Gwen devint la tante de Nicolas. Elle ne voulait pas chercher sa cousine, ce n'était pas nécessaire. Et Nicolas lui-même dit qu'il considérait toujours Daryl et Gwen comme ses parents. Il ne chercherait pas des autres parents. Le garçon était heureux quand Gwen donna naissance à sa petite sœur, la petite Judith. Le bébé était remarquablement calme et souriant, comme Daryl. Il était comme ça dans son enfance. Daryl rêvait d'avoir un autre fils avec Gwen, et Hélène n'était pas contre non plus. Les médecins expliquèrent que c'était très probablement dû à une incompatibilité avec George, et non à l'infertilité de Gwen. Elle s'avéra être parfaitement saine. Nicolas était heureux avec Daryl. Gwen adorait sa sœur, aimait se promener avec elle, et Rex était toujours là, protégeant la famille de tout danger.